Merci Patrick. Après les attaques de Bruxelles, les questions de sécurité reviennent évidemment au premier plan. Le sujet s'est d'ailleurs invité hier au Conseil stratégique d'attractivité. 26 patrons étrangers étaient reçus par François Hollande, le chef de l'État qui a tenté de rassurer ses investisseurs. Pour Ken Allen, le patron de DHL Express, pas question de remettre en cause les investissements en France ou en Europe, bien au contraire. Ces attaques peuvent arriver partout. Si on veut rendre le monde meilleur, il faut partager la richesse. Ce qu'on essaye de faire, c'est de doper le commerce international, créer des emplois, sortir les gens de la pauvreté, réduire les inégalités. Avec de bons jobs, des familles à l'abri du besoin, on peut espérer que ce genre d'attaques seront moins nombreuses qu'aujourd'hui. Et ces attaques ne m'empêcheront pas d'investir où que ce soit. On ne peut pas laisser ce genre de choses nous arrêter dans notre progression, parce que c'est exactement ce que ces gens recherchent. C'est important pour nous de montrer notre solidarité, de continuer à travailler, à créer une société moins inégalitaire et meilleure pour tout le monde. Ken Allen, le patron de DHL Express. Dans le reste de l'actualité, la suite des primaires américaines et les deux grands favoris confortés en Arizona, Donald Trump et Hillary Clinton, s'imposent sans difficulté. En revanche, ils sont tous les deux battus dans le petit État de l'Utah. Côté démocrate, victoire de Bernie Sanders. Pour les républicains, c'est Ted Cruz qui l'emporte largement face à Donald Trump. On reparle de l'affaire Cahuzac. La Cour de cassation examine une demande de la défense de l'ancien ministre du Budget, une question de droit qui avait interrompu en février un des procès les plus attendus de l'année. Côté entreprise, le président de Bourbon dément formellement les rumeurs. Il n'a pas l'intention de quitter la côte. Jacques de Châteauvieux s'exprimera sur sa stratégie le 29 mars. Et puis tout va toujours très bien pour Hermès. Malgré un contexte difficile, le groupe signe une des meilleures croissances du secteur du luxe. Le bénéfice net frôle le milliard d'euros en 2015. Sa marge opérationnelle, s'améliore nettement pour atteindre 32%. BFM Business, 11h08. BFM Business, c'est aussi à la radio dans les grandes villes de France. Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur bfmbusiness.com. BFM Business, intégral placement, le face-à-face. Aujourd'hui, entre Philippe Béchade et Sébastien Corchia. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Guillaume. Sébastien Corchia, directeur des gestions actions de Mescart Asset Management, et Philippe Béchade, comme chaque mercredi, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et président des Éconoclastes. Bienvenue à tous les deux sur BFM. Le CAC 40 qui avait entamé un rebond hier en fin de séance semble vouloir transformer l'essai. On gagne 0,5% aujourd'hui, 4455 points. Quel regard faut-il porter sur ces deux séances, celle d'hier, celle d'aujourd'hui? Il y a quelques minutes, Jérôme Minorier nous disait voilà, c'est le signe que les marchés s'habituent au contexte géopolitique compliqué. La volatilité est plus basse que lors des précédentes vagues d'attentats dans les pays occidentaux cette fois-ci. Sébastien, comment vous analysez ce qui se passe sur les marchés depuis hier et dans l'environnement qu'on connaît en Europe? On parle des attentats notamment. Malheureusement, j'en tire pas de conclusion particulière. Les marchés réagissent sur des secteurs bien précis. On l'a vu avec l'hôtellerie, par exemple, et l'aéronautique, c'est normal. Sur le reste de l'économie, les impacts sont faibles à nul, en définitive, sauf peut-être sur la ville de Bruxelles, etc. Donc oui, il y a un effet d'habitude, et puis il n'y a pas un impact non plus majeur, c'est une réalité. Les marchés s'adaptent aussi sur un coup d'arrêt, par exemple, à l'économie. Donc il s'ajuste plus au niveau sectoriel et valeur qu'au niveau général, et on ne peut pas aller plus loin, à mon avis, dans une recherche de conclusion. Et dans l'environnement, pour le coup, macroéconomique global qu'on connaît, maintenant que les banques centrales sont passées, ont délivré leurs annonces, la Banque centrale européenne il y a 2 semaines, la Fed il y a 1 semaine, qu'est-ce qui va maintenant piloter la tendance sur les marchés? Dans quel sens allons-nous aller? On sent que les marchés tergiversent, hésitent un petit peu depuis que la Fed est passée. On va aller où maintenant? Qu'est-ce qui va nous guider après les banques centrales? Alors, qu'est-ce qui va nous guider? Ça va être un peu plus la macro et les résultats d'entreprise, ou l'actualité des entreprises au fur et à mesure. Donc on va revenir dans un marché un petit peu plus, entre guillemets, sain dans son mode de fonctionnement. Maintenant, la réalité, vous le voyez, c'est que les marchés sont coincés, et ils ont toutes les raisons d'être coincés. Ils sont bloqués à la hausse par tout un tas de facteurs. D'abord, la cherté relative du marché.
Aujourd'hui, on se paye quand même à peu près 15 fois. En Europe ? En Europe, un peu plus encore aux États-Unis. Difficile d'aller plus haut dans le contexte de croissance. Vous parliez de la croissance, difficile d'aller plus haut, de payer plus cher, sans accroissement en fait des bénéfices et donc les fameux earnings des sociétés. Difficile d'aller plus haut. Difficile d'aller plus haut parce que vous avez quand même une chape de plomb un peu politique et sur la gouvernance européenne, aussi bien l'ensemble de l'Europe avec les problèmes actuels notamment et ceux des migrants, mais aussi plus précisément sur des problèmes politiques en Allemagne, en Espagne, au Portugal et dans d'autres pays du monde, et puis d'Europe et je pense particulièrement à l'Angleterre et à l'inconnu du Brexit. Donc vous avez quand même beaucoup de choses pour vous bloquer, et puis vous êtes coincé parce que en deçà, vous avez des banques centrales, vous les citiez, qui sont intervenues et ça fait une bonne protection. Et puis vous avez un élément de saisonnalité extrêmement important et cette année qui est conséquent, ce sont les dividendes. Oui. Les dividendes qui vont tomber incessamment sous peu. Oui. Avril-mai, c'est la saison traditionnelle des versements de dividendes. C'est là où il y en a le plus. Et ça devrait limiter la baisse éventuelle des marchés. Ça devrait nous offrir un coussin de sécurité. C'était même le mois dernier quand j'étais venu vous voir, je vous disais, il y a beaucoup de facteurs qui sont incitatifs à l'arrêt de la baisse des marchés. Il y avait sur le pétrole un problème de stockage et il y avait sur les marchés le fait qu'on arrivait sur des niveaux de dividendes attendus, de rendements attendus extrêmement importants qui allaient gêner les gens qui vendaient et surtout les gens qui shortaient, puisque qui dit short dit je shorte le dividende en même temps. Aujourd'hui, vous revenez avec une collection de dividendes extrêmement importants en nombre et en prix, puisqu'on a des rendements sur les grandes valeurs qui tournent quand même pas mal autour de 4-5%. Vendre le marché sur ces niveaux de cours-là, oui. C'est compliqué. Alors pour nos auditeurs téléspectateurs qui souhaiteraient justement jouer le rendement à l'approche des versements de dividendes, vous nous direz quelles sont les valeurs offrant les meilleurs rendements aujourd'hui sur le marché dans quelques minutes. Mais d'abord Philippe, on attend votre réaction là à ce que disait Sébastien à l'instant. On a des marchés qui sont coincés et qui ne peuvent plus progresser tellement parce qu'il y a un contexte politique en Europe compliqué, parce que le marché est déjà assez cher, donc on est coincé, on a un plafond au-dessus de nous, et puis en même temps on est protégé d'une forte baisse des marchés parce que les banques centrales sont là. Vous adhérez à ce discours ? Oui, parce que c'est le discours que j'entends prononcé par la plupart des stratèges. On n'a pas vraiment de visibilité, on n'a pas vraiment de traction en termes de fondamentaux économiques. Aux États-Unis, on a eu au 4e trimestre 2015 une baisse moyenne de 4,5% des bénéfices, sachant que beaucoup de bénéfices sont achetés à crédit en plus. Donc même avec les rachats de titres, même avec des entreprises qui empruntent pour distribuer du dividende, on n'arrive même pas à aller plus loin. Alors oui, en Europe, effectivement, mais c'est une thématique que l'on nous matraque, mais ça commençait déjà l'automne dernier, quand on a vu le CAC 40 revenir la première fois vers les 4000, on nous disait « Mais comment peut-on vendre un marché avec un rendement de 3,5% ? Ça n'a pas de sens. » Et on nous sort ce même discours toutes les semaines. Alors, ça reste probablement vrai, oui. Alors, les bénéfices, les dividendes distribués en avril-mai vont soutenir le marché. Sauf que ça fait déjà 4-5 mois que chaque fois qu'on voit le CAC 40 baisser, on nous sort que le marché, il a un super rendement. Donc, en fait, c'est les mêmes arguments, ça revient, c'est répétitif. Ah, sauf que là, on va arriver dans la période des versements, là, pour le. C'est ça la différence. Mais oui. En fait, c'est que là, on arrive à la période des dividendes et qu'ils vont être versés et que c'est pas la même chose si on se parle de ce thème-là au mois de septembre ou au mois d'août. Oui, mais on a déjà acheté et encore acheté le thème des dividendes versés. Alors maintenant, après ça, un marché s'anticipe. Est-ce que ce qui va être distribué en avril-mai, il y aura encore une petite ressucée au mois de décembre, hein. Généralement, novembre, décembre, des fois, on a des petits dividendes exceptionnels qui tombent. Est-ce qu'on peut se projeter dans des résultats meilleurs au cours des prochains trimestres? Ça, c'est un petit peu la question. Mais en fait, ce qui drive le marché, c'est pas vraiment les dividendes, c'est toujours
les mêmes flux, et également, depuis quelques mois, c'est le pétrole. Un pétrole qui baisse entraîne le marché vers le bas, un pétrole qui remonte entraîne le marché vers le haut. Et en fait, le pétrole lui-même est-il entièrement conditionné par la conjoncture, offre, demande, etc. On s'aperçoit qu'il y a aussi l'effet dollar, c'est-à-dire que la corrélation entre l'évolution du dollar et du pétrole, elle est également quasi parfaite. Donc je dirais qu'au départ, moi, je vais me demander qu'est-ce que va faire le dollar. Si le dollar baisse... La question de base pour anticiper l'évolution du marché. Si le dollar baisse, le pétrole aura tendance à monter, à entraîner les indices vers le haut. Et puis alors après ça, on pourra toujours se dire, ah oui, on achète les dividendes. Sauf que depuis le 11 février dernier, qui a acheté le marché, quand on voit les volumes quotidiens, je dirais quasiment personne. Alors si vraiment le dividende était une thématique et qu'on voulait avoir du dividende, on voulait rentrer de l'argent, du cash là, mais personne n'a rien acheté. Sébastien, la réponse du berger à la bergère Philippe Béchade. Je suis pas de bergère. En fait, ce que je dis, c'est que le rendement n'est pas une thématique en tant que telle. Je dis qu'on est sur une saisonnalité, je répète, qui est favorable et qui, en tout cas, est un des éléments de flore, en fait, de protection à la baisse du marché, qui fait qu'il est extrêmement encadré. J'aurais pas ce discours à un autre moment de l'année. Mais là, c'est une réalité. Là où je rejoins Philippe, c'est sur le dollar. En fait, les matières premières et les devises sont la clé de tout pour imaginer le futur, proche ou plus ou moins lointain. On l'a vu au mois de janvier, février, où avec ces matières premières qui s'effondraient, qui emportaient toute la cote. Quand je regarde le dollar, c'est assez amusant parce que tout le monde jouait la parité, maintenant c'est oublié avec les discours de Draghi. Il est extrêmement horizontal. Et quand vous regardez, vous savez que sans aller très très loin dans la technique de marché, et dans l'analyse technique, vous avez des spécialistes qui interviennent là-dessus. Je regardais tout à l'heure la moyenne mobile 200 bourses du dollar, la parité euro-dollar. On dirait un trait horizontal. Il n'y a plus de tendance. On est dans un équilibre. On est dans le même range, dans la même fourchette depuis un an, non Pratiquement 1,05, 1,15. Mais surtout depuis quelques semaines, quelques mois, on est tellement dans une sorte d'équilibre que même cette moyenne qui nous donne quelque part la tendance, qui est regardée par même les béotiens comme la tendance, elle est horizontale. Donc il n'y a pas de tendance, donc vous comprenez mieux aussi si on reprend le raisonnement exact de Philippe, il n'y a pas de tendance sur le reste du marché. Donc il va falloir en trouver. Là où je suis pour les mois qui viennent un petit peu plus optimiste, et chaque mois un petit peu plus optimiste, c'est que je trouve qu'il y a des premières pousses vertes. Alors les premières pousses vertes... Cette saison, ça aussi. Oui. Cette saison. Et les premières pousses vertes, c'est quoi? C'est que on a de manière générale un très grand retour à la moyenne. Retour à la moyenne du dollar. On va plus vers 1, mais on retourne vers 1,15, on va dire. Retour à la moyenne qui commence à se dessiner sur les taux longs. Il y a des petites tensions perceptibles tous les jours sur le Bund qui va finir par remonter. Retour à la moyenne de l'ensemble des matières premières. On y va. Et retour à la moyenne des marchés. 4500 points, c'est actuellement leur moyenne. Et ce qui m'intéresse pour le futur, c'est que on voit aussi qu'il y a un retour des flux. Je parle bien des flux, plus que des prix, sur les émergents. Ça va de pair avec les matières premières. Et in fine, on a un thème qui se dégage en bourse, qui est le thème des valeurs cycliques et de l'aspect value des choses. C'est intéressant parce que souvent c'est un feu de paille, ce thème. Et depuis plusieurs années, c'est un feu de paille. Et sauf que là, depuis plusieurs semaines, ça n'a pas l'air d'être un feu de paille. Ça a l'air d'être une véritable tendance. On peut le lire à travers tout un tas d'indicateurs, notamment des indices pure value. On voit qu'une nouvelle tendance se dessine. Si vous mettez tout ça ensemble, c'est extrêmement logique et c'est plutôt extrêmement positif pour les mois, au-delà de ceux qui nous intéressent avec les dividendes, pour les mois qui viennent. C'est-à-dire que pour vous, si la hausse du marché devait reprendre, on est sur un plateau là, si elle devait reprendre, ça se manifesterait grâce au value, grâce au cyclique également, on pourrait avoir ces deux jambes-là qui progresseraient durablement, et c'est ce sur quoi vous insistez, durablement dans les prochains mois. Oui, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que le rebond des matières premières me paraît solide et avoir formé une base importante. Et rappelez-vous, je vous avais dit, février est un mois clé pour les matières premières. Il nous avait fait le coup en 1999, il nous avait fait le coup en 2009, il nous avait fait le coup en 2002.
c'est en train de se refaire. On est en train de construire une base extrêmement solide, à mon sens, on a déjà récupéré, sur l'ensemble des matières premières. On a déjà récupéré 35%. Oui, mais ça ne consolide pas. Et ça, c'est de très bon augure. C'est-à-dire que sur une hausse de 35% et sur des valeurs, je parle plutôt des valeurs anglaises qui sont les pures matières premières, Anglo-Gold, etc., qui sont des vrais marqueurs, un Pano, Arcelor ou Eramet, mais des valeurs avec beaucoup de volume et sur l'ensemble des matières premières. Vous avez eu des hausses de 100-150% depuis les plus bas de février et il n'y a pas de correction violente. Au contraire, les replis sont achetés. C'est un très 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 bon indicateur. Et ça va de pair avec les valeurs, le style value qui lui aussi continue à se consolider dans cette hausse. C'est très prometteur à mon sens pour les mois qui viennent. Philippe Alors Vous avez été patient, vous avez le droit de répondre librement. J'adhère à l'idée que les émergents, ils ont bien pris. Ils ont connu une année 2015 assez difficile. La hausse du dollar leur a été extrêmement préjudiciable. Si effectivement le dollar devait faiblir, ça devrait effectivement permettre à beaucoup de pays endettés en dollars, genre des Indonésies, des Thaïlandes, des Malaisie, etc., de respirer un peu. Beaucoup de pays émergents. Et puis, alors, parlons pas des pays d'Amérique du Sud où leurs devises se sont effondrées, le peso, le riad, etc. On a vraiment eu... Est-ce que c'est le terreau justement pour espérer un rebond peut-être durable des émergents là pour le coup? Le range du dollar 1,5, 1,15, évidemment, il est crucial. Parce que si on n'en sort pas, il va pas se passer de miracle pour les émergents. Alors je serais plutôt tenté de dire qu'aujourd'hui, avec un dollar qui se rapproche des 1,13, on a déjà une bonne partie du potentiel qui est joué. Alors certaines grandes minières ont repris 100-150%. Quand on a perdu 80% en 2 ans, quand on reprend 150%, en fait on n'a repris que 30%. En réel. Donc oui, il y a, on va dire, des effets mécaniques d'élasticité. Et il est tout à fait normal que sur des phénomènes de plongeons, de trous d'air abyssaux, on ait ensuite des rebonds quand on remet un peu les gaz. Là, on tient les rebonds, c'est ce que. Mais on tient quoi depuis 15 jours, 3 semaines par rapport à une tendance de 2 ans, c'est un épiphénomène. Mais je veux bien adopter un point de vue effectivement positif. Alors maintenant, il faut à ce moment-là rester cohérent avec son raisonnement. Si on se dit qu'effectivement la baisse du dollar va soutenir un peu les matières premières. Alors là, je me demande, nous, Européens, qu'est-ce qu'on a à y gagner? On nous a expliqué que la baisse de l'euro, c'était la clé de notre compétitivité. L'euro remonte. Les matières premières vont être plus chères. Qu'est-ce que nos entreprises ont à gagner à des matières premières et à de l'énergie plus chères? C'est-à-dire qu'après l'inflation. Voilà. C'est la clé de ce alors le retour de l'inflation, je vais vous dire ce qui va se passer, parce que alors là, c'est réglé comme du papier à musique. Là, on continue d'espérer que la Fed ne fera rien. Si vous avez pendant 2-3 mois un corps PCE aux États-Unis qui est à 2,3, 2,5, vous verrez que les marchés se diront l'argent gratuit, c'est terminé. Il ne peut pas y avoir de pire scénario dans une logique de flux que d'anticiper le retour de l'inflation. Donc là, si vraiment c'est l'hypothèse, alors là, je n'achète pas le marché, c'est sûr. Un retour de l'inflation en Europe, pour le coup, ce serait pas mal, Philippe. C'est ce que, comme disait Sébastien, encore. cherche à obtenir la BCE. C'est ce qu'elle cherche à obtenir. Ce n'est certainement pas ce que veulent les marchés. C'est un cauchemar. Si ce scénario se réalise, c'est un cauchemar. À chaque fois, c'est une question de dosage. C'est-à-dire vouloir l'inflation, mais quelle inflation et quel niveau d'inflation? Si c'est un petit peu d'inflation qui permet d'éloigner le spectre de l'inflation, d'éloigner cette spirale négative dans laquelle on était rentré avec des taux négatifs, repentifier la courbe des taux. Et c'est ce que, quand je vous dis observer le Bund, etc., qui a l'air de vouloir se faire, la repentification de la courbe des taux, c'est quelque part un bon signe de l'économie. C'est surtout bon pour les banques. Si c'est bon pour les banques, c'est bon pour le marché. Et la spirale redevient vertueuse. Il ne s'agit pas de passer d'un taux d'inflation, je caricature, de 0 à 4.
Oui. Il s'agit de faire remonter un petit peu. Et encore une fois, un baril de pétrole à 30 n'a pas dynamisé notre économie. Un baril de pétrole à 60 l'a pas forcément détruite non plus. Mais à 40 ou à 50, il est gagnant pour tout le monde et il peut remettre un peu de vapeur dans le marché. Bon, ce scénario d'un petit retour d'inflation par le pétrole, il tiendra seulement si le pétrole ne repart pas à la baisse. Hein, mais on est d'accord. Mais encore une fois, c'est une observation que je fais où beaucoup de choses s'alignent dans le même sens. On est encore au début, mais on voit apparaître quelques grandes maisons, grands stratèges, notamment américains, qui, à mon avis, de manière non innocente, reviennent sur les pays émergents, reviennent sur les commodities, les matières premières. Et encore une fois, moi, ce qui m'intéresse en tant que gérant, c'est le comportement des valeurs et des secteurs. Il y a des rebonds, mais pour une fois, c'est pas un feu de paille, et on sent que les replis sont achetés. Alors que systématiquement sur ces valeurs-là, depuis des années, les rebonds étaient vendus. C'est un changement de paradigme que j'observe, pour l'instant que je ne joue pas, parce que c'est quand même une stratégie très agressive, mais je ne veux pas me laisser déborder par une accélération de ce thème. Oui, on a peut-être des signaux avant-coureurs d'une reprise de la tendance haussière des marchés ces dernières années. Tous les 6 mois sur les marchés, vous avez l'alignement des planètes, vous avez Goldilocks, ensuite vous avez le grand arbitrage entre les marchés obligataires et le risque. Enfin, il y a toujours une histoire à raconter. Et le marché se raconte surtout beaucoup d'histoires. Alors, est-ce qu'on se fait un nouvel alignement des planètes qui va être effectivement favorable aux utilities? Si la BCE promet de l'argent gratuit jusqu'en 2020, effectivement, je serais plutôt tenté de dire que ça avantage des entreprises qui sont très consommatrices de cash et dont le coût d'endettement est une variable non négligeable. Sauf que vous avez vu les taux quand même baisser depuis 2012. Vous avez vu d'où ils viennent et où ils sont. Ils sont même devenus négatifs. On aurait pu se dire, là, le meilleur levier, je l'aurais effectivement sur les utilities. Et quand les taux se détendaient, elles n'en ont pas profité. Alors je dirais peut-être qu'aujourd'hui, elles vont bénéficier de flux, peut-être faute de mieux, parce que tout le reste est très cher. Et quand on dit aux États-Unis que les dividendes ont baissé de 4,5%, alors, vous retirez toutes les valeurs pétrolières, gazières, les groupes charbon, etc., et vous regardez ce qui reste. Donc là, c'est pas que les valeurs qui restent et qui gagnent de l'argent sont chères, elles sont carrément hors de prix. Si vous retirez toutes celles qui gagnent rien, ça veut dire qu'on a déjà acheter, payer, surpayer beaucoup de valeurs de croissance. Donc effectivement, Sébastien a peut-être raison. Il y a un moment où on se dit, on peut plus payer des prix comme ça, on va acheter celles qui sont abordables. Ouais, faute de mieux, quoi. C'est ça. Voilà. C'est faute de mieux dans votre esprit, Sébastien, le retour vers le value ou... Non. D'abord, il faut essayer de décrypter le marché. Donc je n'essaye pas de l'anticiper, mais de le décrypter. Et je crois vraiment, on pourrait en débattre plus longtemps, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que c'est peut-être pas un feu de paille. Et vous nous disiez, le rendement, c'est la bonne période là pour jouer les valeurs de rendement. Bien sûr. Lesquelles Alors attention, il y a valeur de rendement et valeur de rendement. Il faut se méfier d'un rendement en instantané, plutôt jouer les valeurs qui régulièrement vont distribuer. Alors dans le CAC qui nous intéresse, dans les grandes valeurs, vous avez celles qui distribuent beaucoup. On va parler d'un EDF et d'un Engie par exemple. Finalement, celle-là, je m'en méfierais. Parce qu'un EDF, il vous donne le dividende en papier. Un Engie, je suis pas sûr qu'il soit capable de le reproduire. Et puis, donc, faut plutôt s'intéresser à celles qui ont un dividende substantiel, sans être extraordinaire. Là, vous avez la thématique des banques, qui est revenue en grâce, un Crédit Agricole, un BNP, un Natixis, qui est encore sur des zones de 5-6%. Vous avez la Total, si vous croyez que le pétrole va pas trop, va rester dans un range. On est là aussi autour des 5%. Je vous rappelle que les taux, on venait de le dire, étaient autour de 0. Et puis, si vous allez un petit peu plus loin dans la cote, vous trouvez des choses qui montent jusqu'à 10%. Bon, ça peut être... vous prenez par exemple Rallye aujourd'hui. Maison mère de Casino. Maison mère de Casino. Si vous pensez que le groupe est un peu stressé, mais pas trop, vous avez sur un Rallye 11,5% de rendement. Voilà, c'est pas mal. Je pense que Citron Capital ne serait pas vraiment d'avis de jouer encore le une fois, rendement. quand on fait une politique de gestion de portefeuille avec du rendement, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et on saupoudre sur différentes valeurs. C'était le face à face. Merci à tous les deux. Philippe Béchade, le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, et Sébastien Corchat, directeur des gestions actions de Mescart Asset Management. Voilà, deux regards, deux visions du marché. Ah oui, un marché, c'est fait d'acheteurs et de vendeurs, figurez-vous. Et ce marché, il est bien représenté chaque jour
au cœur de ce face-à-face d'Intégral Placement. Bon retour à tous les deux. Le CAC 40 progresse toujours de 0,5%. Restez avec nous dans un instant. Le journal avec Aurélie Blanc. BFM Business, Intégral Placement.